Un rideau de pluie s'abattit sur les fenêtres cette nuit-là. Des éclairs traversèrent la chambre de Céleste, projetant brièvement des ombres fantomatiques qui dansèrent sur les murs. Dans la faible lueur, Clara, 8 ans seulement, les yeux écarquillés et craintifs, se blottit dans le lit de sa grand-mère. Ses petits doigts agrippèrent les draps avec un désespoir silencieux, comme pour se raccrocher à un monde qui ne semblait plus sûr. « Tu n'arrives pas à dormir, ma chérie ?» demanda doucement Céleste en caressant délicatement les cheveux noirs de sa petite fille. Ce n'était pas la première nuit que Clara venait se réfugier dans sa chambre. L'enfant hocha légèrement la tête, les yeux rivés sur la porte entr'ouverte. Un grondement sourd de tonnerre fit trembler les vitres, et Clara tressaillit. Mais Céleste le sentait bien, cette peur était plus profonde que l'orage. Elle avait remarqué les changements. Le rire de Clara s'était peu à peu estompé. Les jeux qu'elle aimait tant avaient été abandonnés. Au repas, son regard se perdait dans le vide, comme perdu dans un brouillard qu'elle seule pouvait voir. Quelque chose de sombre lui volait son enfance, telle une ombre qui se déplaçait lentement et s'allongeait chaque jour. « Tu veux me dire ce qui ne va pas ?» demanda Céleste dans un murmure, essayant de garder une voix posée, même si un profond malaise la serrait la poitrine. Le silence suivit. Seule la pluie battant le toit emplissait l'espace entre elles. Clara se serra fort contre elle, se recroquevillant davantage sur le matelas. Ses lèvres tremblèrent, puis s'entr'ouvrirent juste assez pour laisser échapper trois mots qui frappèrent Céleste comme une lame en plein cœur. « RC, dit Clara. Le pouls de Céleste s'accéléra. Elle lutta pour garder son calme, même si une tempête de fureur et d'horreur la submergeait. Toute réaction soudaine risquait de faire reculer Clara, de la faire se taire à nouveau. « Qui est-ce » demanda-t-elle d'une voix calme malgré le feu qui brûlait dans ses côtes. Elle prit doucement les petites mains froides de Clara dans les siennes. La fillette baissa les yeux, incapable de lever les yeux. Un éclair révéla les larmes qui lui montaient aux yeux. « Est-ce quelqu'un de chez moi » demanda à nouveau Céleste, même si, au fond d'elle-même, elle redoutait déjà la réponse. Clara hocha la tête, à peine perceptiblement. « Je te promets de te protéger » dit Céleste d'une voix plus ferme, serrant sa petite fille dans ses bras. « Personne ne te fera plus jamais de mal. Pas tant que je serai là. Tu me crois ?» Clara s'accrochait à elle comme une femme perdue en mer, comme si Céleste était la seule chose qui la maintenait à flot. La fragilité de l'enfant était palpable, un poids que Céleste portait avec une tendresse farouche. Il fallait agir. Et vite. Tandis qu'elle berçait doucement sa petite fille pour l'endormir, Céleste regarda vers le couloir sombre au-delà de sa chambre. La maison, autrefois un sanctuaire, cachait désormais quelque chose de monstrueux. Et elle avait un suspect évident. Roberto, le frère de sa fille Carla, avait emménagé 3 mois auparavant. Il était le seul changement dans leur vie, et ce n'était pas une coïncidence. La tempête faisait rage dehors, mais à l'intérieur, une tempête plus profonde et plus dangereuse se formait. Céleste observa le visage endormi de Clara. Si paisible maintenant, si loin de la terreur qui l'avait déformée quelques instants plus tôt. Elle écarta une mèche de cheveux du front de la jeune fille. « Il me touche. » Les mots résonnèrent dans son esprit, si simples et pourtant si dévastateurs. Une boule se forma dans la gorge de Céleste. Depuis combien de temps cela durait-il? Combien de nuits Clara avait-elle souffert en silence avant de trouver le courage de parler? Les signes étaient là, les cernes sous ses yeux, les tressaillements lorsqu'on l'approchait par derrière, sa soudaine peur de se retrouver seule avec Roberto. Un autre éclair illumina la pièce. Céleste serra les poings. À 65 ans, elle avait connu son lot d'épreuves. Mais aucune comme celle-ci. Aucune aussi profonde. Le sourire amical de Roberto, ses cadeaux excessifs à Clara, ses paroles mielleuses, tout cela l'avait toujours mise mal à l'aise. Elle comprenait maintenant pourquoi. Pour ne pas réveiller Clara, Céleste se leva et se dirigea vers la fenêtre. La pluie ruisselait sur la vitre comme des larmes silencieuses. Elle allait devoir faire preuve d'intelligence. Carla adorait son frère. L'affronter ouvertement se retournerait probablement contre elle. Céleste avait besoin de preuves. Elle avait besoin d'un plan. Mais par-dessus tout, elle devait protéger Clara. En attendant, murmura-t-elle dans l'obscurité, le regard fixé sur le couloir qui menait à la chambre de Roberto, « Tu vas me le payer. Je te le jure. » Le lendemain matin, lumineux et sans nuages, comme pour se moquer de la terreur de la nuit précédente. Céleste préparait le petit déjeuner d'un geste machinal, l'esprit occupé par la confession de Clara et les décisions impossibles à prendre.
À 65 ans, Céleste Garcia portait les années comme une armure. La vie avait été tout sauf facile, mais elle l'avait affrontée avec dignité et une force tranquille. Elle avait élevé Carla seule après le départ de son mari, effectuant des quarts interminables comme infirmière pour subvenir à leurs besoins. Ses mains avaient réconforté les patients, tenu sa fille endeuillée et maintenant, elle entourait sa petite fille d'un geste protecteur. Des pas interrompirent ses pensées. Roberto entra dans la cuisine, échevelé, mais arborant ce même sourire répété que Céleste percevait maintenant. Il se servit du café en fredonnant doucement. « Bonjour, dit-il. Les filles dorment encore ?» Céleste hocha la tête, évitant son regard, un frisson la parcourant. Roberto, à 37 ans, avait toujours été superficiellement charmant. Il s'habillait bien malgré ses prétendus problèmes financiers, avait toujours une blague à portée de main et savait exactement comment gagner la confiance ou du moins en apparence. Il avait emménagé après avoir perdu son emploi dans une agence de publicité. C'était son histoire, en tout cas. « Ça va, Céleste ? Tu as l'air tendu, dit Roberto en s'approchant un peu trop. Je suis juste fatigué, répondit-elle en s'éloignant. Clara a fait des cauchemars. Pendant une seconde, quelque chose brilla dans les yeux de Roberto. Une lueur que la plupart ne remarqueraient pas, mais Céleste, si. La pauvre, dit-il nonchalamment. Elle a peut-être besoin d'un psychologue. Les enfants ont une imagination débordante. La suggestion fit tourner l'estomac de Céleste. Avant qu'elle puisse répondre, Carla entra, tenant la main de Clara. L'enfant se tendit en voyant son oncle et se cacha partiellement derrière sa mère. « Bonjour, la famille, » dit Carla en embrassant la joue de Roberto, puis celle de Céleste. Carla, à 32 ans, était l'incarnation même de l'épuisement. Elle travaillait comme comptable dans une entreprise qui exigeait des heures supplémentaires non rémunérées. Veuve depuis 3 ans, elle élevait seule Clara tout en logeant son frère au chômage. L'éclat de ses yeux s'était estompé, son sourire autrefois radieux était devenu rare. « Clara, viens manger, » dit doucement Céleste. La jeune fille s'approcha lentement, gardant ses distances avec Roberto. Elle s'assit à côté de sa grand-mère, qui lui versa du lait et lui offrit des toasts. Clara avait autrefois été une source de lumière. Sa curiosité et son intelligence avaient toujours fait la fierté de Céleste. Mais cette lueur s'était estompée ces derniers mois. Elle n'apportait plus ses livres pour lire à voix haute. Elle ne racontait plus d'histoires imaginatives pendant le dîner. Elle ne remplissait plus la maison de rire. « Maman, tu peux aller chercher Clara à l'école aujourd'hui ? » « J'ai un rendez-vous important, » demanda Carla, les yeux rivés sur son téléphone. « Je peux y aller, » proposa Roberto. « Non, » cria Clara en renversant son lait. Tous les regards se tournèrent vers elle. « Clara, quelles bonnes manières sont-elles ? » demanda Carla sèchement en attrapant des serviettes. « J'y vais, » dit rapidement Céleste en posant une main rassurante sur l'épaule de l'enfant. « Je n'ai rien d'autre de prévu aujourd'hui. » Roberto força un sourire. « Comme tu veux. J'ai un entretien d'embauche de toute façon. » Pendant le reste du petit déjeuner, Céleste observa chacun de ses gestes. Elle vit le corps de Clara se raidir lorsque Roberto bougeait. Comment elle refusait de croiser son regard. Comme ses petites mains tremblaient en tenant sa tasse. Plus tard, après le départ de Carla et Clara pour la journée, Céleste entra discrètement dans la chambre de Roberto. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle cherchait, mais il lui fallait quelque chose. N'importe quoi. Une preuve. Elle n'a trouvé que des vêtements, quelques documents liés au travail et un ordinateur portable verrouillé par un mot de passe. Cet après-midi-là, alors qu'elle attendait devant l'école pour aller chercher Clara, Céleste était assise dans la voiture, les mains serrées autour du volant. Elle n'avait pas encore toutes les réponses. Mais elle savait ce qu'elle devait faire. Et elle ne s'arrêterait pas tant que sa petite fille ne serait pas en sécurité. Carla devait savoir. Elle devait les croire. Clara quitta le bâtiment la tête baissée, traînant son sac à dos par terre comme un poids. Dès qu'elle vit sa grand-mère l'attendre, elle se mit à courir et se jeta dans les bras de Céleste, la serrant fort. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda Céleste en caressant doucement les cheveux de sa petite fille. « Normal » marmonna Clara dans son épaule, sa voix à peine audible. Sur le chemin du retour, ils s'arrêtèrent dans un petit parc. Le soleil était bas, projetant de longues ombres sur les bancs vides. Ils s'assirent sur l'un d'eux, cachés dans un coin tranquille, à l'abri des regards. Céleste se tourna vers elle d'une voix basse et posée.
Tu te souviens de ce que tu m'as dit hier soir, demanda-t-elle doucement. Clara hocha la tête, les yeux baissés, fixés sur ses chaussures. Peux-tu m'en dire plus, continua Céleste. J'ai besoin de comprendre, ma chérie. J'ai besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir t'aider. Un long silence s'installa entre eux. Finalement, Clara murmura, il vient dans ma chambre quand maman travaille tard. Il dit que c'est notre secret, que personne ne me croira si je le dis. Céleste sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle les retint. Sa voix, lorsqu'elle parla, était pleine d'une force tranquille. Je te crois, Clara. Et je vais mettre un terme à tout ça. Ce soir-là, après que Clara fut couchée, Céleste trouva Carla à la table de la cuisine, en train de trier une pile de factures. Elle s'assit en face de sa fille, résolue dans chacun de ses mouvements. Nous devons parler de Clara, dit-elle. Et maintenant, soupira Carla sans lever les yeux. Clara m'a dit quelque chose hier soir, quelque chose de sérieux. Carla leva enfin les yeux en fronçant les sourcils. Quoi? Elle dit que Roberto la touche de manière inappropriée. Le visage de Carla se figea. Qu'est-ce que tu insinues, maman? Je n'insinue rien, répondit calmement Céleste. Je te dis ce que Clara m'a avoué. Carla se leva d'un bond. Ma fille n'a jamais menti, mais elle n'a jamais vécu ça non plus. Tu exagères. Roberto est son oncle, bon sang, c'est mon frère. C'est exactement pour ça qu'il faut prendre ça au sérieux, dit fermement Céleste. Clara a peur. Carla, tu n'as pas remarqué comme elle a changé? On a tous changé depuis la mort de Daniel, s'exclama Carla. Et maintenant, tu accuses Roberto, qui nous a toujours soutenus, de quelque chose comme « ce ». Je n'invente rien, dit Céleste. S'il te plaît. Écoute simplement ta fille. Carla rassembla ses papiers d'une main tremblante. Ma fille va bien, et je ne te laisserai pas lui mettre ça dans la tête. Elle se retourna et sortit en trombe de la cuisine, laissant Céleste seule avec une terrible certitude, si cela ne tenait qu'à Carla, rien ne serait fait pour protéger Clara. Le lendemain matin, la lumière matinale filtrait à peine à travers les fins rideaux de la chambre. Céleste était assise au bord de son lit, les yeux rivés au mur. Le sommeil lui avait échappé. Le rejet par Carla des paroles de Clara résonnait à ses oreilles. « Est-ce que tu exagères ?» La question la hantait, lui retournant l'estomac. Elle se leva, soudain pleine de lucidité et de détermination. L'horloge indiquait 5h30. Il était encore temps que la maison s'éveille. Elle ouvrit le tiroir de sa table de chevet et en sortit un petit carnet, où elle commença à tout noter, les dates où elle avait remarqué le changement de comportement de Clara, des confessions précises, les réactions de Roberto. Sans preuve, ce serait sa parole celle d'une grand-mère inquiète contre un homme à la réputation apparemment irréprochable. Elle avait besoin de plus. À 7h15, la maison commença à s'agiter. Céleste glissa le carnet sous son matelas et se dirigea vers la cuisine, arborant un masque de calme. « Bonjour », dit Roberto d'un ton joyeux en entrant, d'une politesse inhabituelle pour quelqu'un qui était soi-disant au chômage. « Je vais me chercher un café, merci », répondit Céleste en évitant son regard. Il la regarda avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Tu sais, je crois qu'on devrait parler des idées que tu mets dans la tête de Carla. » « Je ne sais pas ce que tu veux dire, » dit Céleste, gardant un ton égal. « Allons. Les enfants ont une imagination débordante. Et tu as toujours été un peu surprotecteur, non? Clara a besoin de liberté, pas de peur. » Avant que Céleste puisse répondre, Clara apparut dans l'embrasure de la porte. À la vue de Roberto, son corps se raidit et elle en eut le souffle coupé. « Bonjour, princesse, » dit Roberto avec une joie exagérée. « Tu veux que je te prépare un toast au visage heureux? » Clara ne dit rien. Elle se dirigea droit vers sa grand-mère, se blottissant contre elle. « Je m'occuperai de son petit déjeuner, » dit Céleste en plaçant un bras ferme et protecteur autour des épaules de Clara. Plus tard dans la matinée, alors qu'elle conduisait Clara à l'école, Céleste la regarda. La fillette était silencieuse, les yeux fixés sur le plancher de la voiture. « Clara, ma chérie, » dit doucement Céleste. « As-tu quelque chose à me dire? Tu peux tout me dire. » Clara hésita, le regard immobile. « J'ai peur que tu ne me crois pas, » murmura-t-elle. « Il dit que personne ne me croira. »« Je te crois, » dit Céleste sans hésiter en lui serrant la main. « Je te crois totalement. Peux-tu me dire quand ça a commencé? »
Clara se mordit la lèvre. Après notre emménagement, au début, il me serrait très fort dans ses bras. Puis il a commencé à venir dans ma chambre, quand maman n'était pas là. Le cœur de Céleste se brisa. Tu l'as dit à ta mère? Non, répondit vivement Clara. Elle adore tonton Roberto. Il dit que si je le dis, elle sera triste et que ce sera ma faute. La manipulation était délibérée. Céleste le voyait clairement maintenant, ce n'était pas un monstre impulsif. C'était quelqu'un de calculateur et de froid. Cet après-midi-là, une fois la maison vide, Céleste entra dans la chambre de Roberto, la culpabilité et la détermination alimentant ses recherches. Elle retourna les tiroirs, fouilla les placards. Rien. Au moment où elle allait abandonner, elle s'agenouilla et regarda sous le lit. Là, presque enfoui sous la poussière, se trouvait un éclair de couleur, l'ours en peluche disparu de Clara. Elle le saisit d'une main tremblante. Il était déchiré, une couture de son bras violemment déchirée. Ce jouet, autrefois impeccable, ressemblait désormais à une pièce à conviction trouvée sur une scène de crime. Elle l'a mis dans un sac en plastique et l'a caché dans son placard. Ce n'était pas suffisant, mais c'était un début. Le lendemain matin, après avoir déposé Clara à l'école, Céleste se rendit dans un magasin d'électronique et acheta l'enregistreur vocal le plus discret qu'elle put trouver. L'après-midi, elle le glissa entre les livres sur l'étagère de Clara, caché mais prêt à l'emploi. Les jours suivants, elle observa Roberto avec attention. Elle nota son emploi du temps, ses paroles, la réaction de Clara à sa présence. Puis, un soir, en fouillant le sac à dos de Clara, elle trouva un dessin sur une page déchirée d'un cahier. Son sang se glaça. Un croquis enfantin montrait une silhouette imposante aux grands yeux noirs et au sourire crispé. Dans un coin, un petit enfant était assis, les larmes aux yeux. Céleste n'eut pas besoin de demander qui il était. Clara a commencé à présenter des symptômes physiques: fièvre, léthargie, mais les médecins n'ont rien trouvé. C'est émotionnel, ont-ils dit. Les enfants réagissent parfois de cette façon au traumatisme. Carla ignora l'avertissement. Elle est juste fatiguée par l'école, dit-elle en écartant le regard inquiet de Céleste. Puis vint le point de rupture. Un jeudi pluvieux, Céleste alla chercher Clara à l'école. La fillette était silencieuse, marchant sous le parapluie comme sous un poids. « Tout va bien, chérie ?» demanda Céleste. Clara secoua la tête. « On est jeudi. »« Et le jeudi ?»« Maman est en retard le jeudi, » répondit-elle sèchement. « Il le sait. » Céleste s'arrêta de marcher. Elle s'accroupit et serra doucement le visage de Clara. « Écoute-moi. Je ne le laisserai plus te faire de mal. Je te le promets. » Quand ils sont arrivés à la maison, Roberto les attendait dans le salon. « Voilà mes filles préférées, » dit-il d'un ton faussement joyeux. Carla a appelé. « Il y a quelque chose à propos de la date limite de déclaration d'impôt, elle m'a demandé de m'occuper de Clara. » Clara saisit immédiatement la main de Céleste. « Ne t'inquiète pas, » dit Céleste d'une voix calme mais ferme. « Je m'occuperai d'elle. Je vais rester avec elle. Tu dois être occupé avec tes entretiens d'embauche. » Le sourire de Roberto se crispa légèrement. « En fait, l'entretien d'aujourd'hui a été annulé. J'insiste, je peux vous aider avec Clara. Vous devez être fatigué. » L'air entre s'alourdit, une sourde confrontation entre les volontés des adultes suscitant la tension dans la pièce. Prise entre deux feux, Clara trembla. « Je resterai avec ma grand-mère, » dit-elle d'une voix faible mais étonnamment ferme. Les yeux de Roberto se plissèrent. « Fais comme tu veux, princesse. Mais souviens-toi de notre secret. » Cette nuit-là, après que Clara fut plongée dans un profond sommeil, Céleste récupéra l'enregistreur, les mains tremblantes. Son cœur battait fort lorsqu'elle enfila son casque et appuya sur lecture. Au début, le son n'offrait rien d'inhabituel, juste des bribes de son quotidien. Mais ensuite, une voix douce, emplie de peur, perça les parasites. « Non, je ne veux pas. » Un instant plus tard, une porte se referma avec un fracas glacial. Le sang de Céleste se glaça. Le lendemain matin, pendant que Clara prenait sa douche, Céleste consulta discrètement son téléphone. La plupart des messages avaient été supprimés, mais une notification persistait, telle une ombre: « Si tu partages quoi que ce soit, ta mère me détestera et ce sera ta faute. » C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Céleste disposait désormais de 3 preuves accablantes: l'ours en peluche mutilé, le dessin inquiétant et la voix terrifiée enregistrée dans le noir.
Elle n'était pas concluante, mais ensemble, elles dressaient un tableau trop perturbant pour être ignoré. En regardant Clara se préparer pour l'école, se déplaçant dans la maison comme un petit automate, le cœur de Céleste se serra. Elle ne pouvait pas perdre un jour de plus. Chaque matin de silence était une nouvelle trahison de sa promesse de protéger sa petite fille. « Je t'aime, grand-mère », murmura Clara en partant pour l'école, comme si elle savait que quelque chose était sur le point de changer. « Je t'aime aussi, ma chérie », répondit Céleste en la serrant fort dans ses bras. « Plus que tu ne peux l'imaginer. » Cette nuit-là, Céleste a à peine dormi. Elle a écumé les sites web et les ressources juridiques, se plongeant dans les protocoles relatifs aux abus sur mineurs, la collecte de preuves et les normes frustrantes du système judiciaire. La masse d'informations la submergeait, mais une vérité s'imposait, sans preuve irréfutable, la parole de Clara ou une enfant de 8 ans seulement ne valait pas grand-chose face à celle de Roberto. Surtout que Carla refusait toujours de voir ce qui se trouvait juste devant elle. Céleste a de nouveau examiné ses preuves, l'ours en ruine retrouvé dans la chambre de Roberto, le dessin obsédant de Clara, l'enregistrement de son appel effrayé et le message menaçant qui persistait encore dans les notifications de son téléphone. Circonstances, certes. Mais prises ensemble, elles formaient un schéma impossible à ignorer. Des pas interrompirent ses pensées. Carla entra dans la cuisine, déjà habillée pour aller travailler. « Tu es levé tôt », dit Céleste en lui offrant une tasse de café. « Je dois finir quelques rapports », répondit sèchement Carla, évitant le regard de sa mère. La tension entre eux s'était intensifiée depuis leur dernière dispute. « Carla, à propos de ce dont nous avons parlé. »« Je ne veux pas revivre ça, maman, » rétorqua-t-elle. « J'ai été claire. Clara a assez souffert depuis la mort de Daniel. Elle est perdue. Elle a besoin de stabilité, pas de nouvelles accusations contre ceux qui l'aiment. » La voix de Céleste tremblait. « Mais as-tu remarqué comme elle se rétracte quand Roberto est près d'elle? Comme elle l'évite? Ce n'est pas de la confusion. C'est de la peur. Les enfants traversent des phases, maman. Roberto est notre soutien depuis la mort de Daniel. Comment oses-tu suggérer? » Clara entra, se frottant les yeux pour s'endormir, et la pièce tomba instantanément dans le silence. Les deux femmes esquissèrent un sourire forcé. « Vous vous battiez » demanda-t-elle doucement. « Non, ma chérie » dit Carla en l'embrassant sur le front. « C'est juste des trucs d'adultes. Tu veux un petit déjeuner ?» Tandis que Clara mangeait en silence, Céleste observait son regard se tourner sans cesse vers la porte fermée du couloir, toujours vigilante. Un enfant ne devrait pas vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver la nuit. Ce matin-là, Céleste prit une décision. Elle se rendit au centre d'aide aux victimes qu'elle avait découvert lors de ses recherches. L'assistante sociale qui l'accueillit, Elena Mendoza, avait une expression chaleureuse, mais le regard aiguisé par des années de dure réalité. « Tout d'abord, vous devez comprendre, » dit doucement Elena après avoir entendu le récit de Céleste, « ces cas sont extrêmement délicats. Nous devons protéger l'enfant, mais nous devons aussi respecter la procédure. Ma fille ne me croit pas. Et j'ai peur qu'il arrive quelque chose pendant qu'on attend. »« Avez-vous un endroit sûr pour Clara ?» demanda Elena. Céleste secoua la tête. « On vit tous ensemble. Carla ne me laissera pas emmener Clara sans une raison qu'elle considère comme valable. Il faut alors procéder avec prudence, mais fermeté. Commencer à tout documenter, changement de comportement, remarque, moment suspect. Et s'il y a des preuves matérielles, marques, vêtements, prendre des photos et signaler immédiatement. » Cette seule pensée retourna l'estomac de Céleste. Elena le remarqua et adoucit son ton. « Je sais que c'est dur. Mais Clara a besoin de toi pour être forte. Tu pourrais aussi envisager d'installer des caméras, » ajouta Elena. « Rien dans les chambres privées, bien sûr, mais dans les couloirs, les espaces communs. Quelque chose près de la porte de Clara. » Céleste hocha la tête, la remercia et partit avec la carte d'Elena serrée fermement dans sa main. Cet après-midi-là, elle se rendit dans un magasin de sécurité. Le vendeur ne posa pas de questions, se contentant d'expliquer les fonctionnalités de l'horloge murale avec caméra, détecteur de mouvement et vision nocturne. Cette nuit-là, Céleste l'installa discrètement devant la chambre de Clara. Au dîner, Roberto joua parfaitement le rôle de l'oncle attentionné. Il servit le dessert à Clara, lui demanda comment s'était passée sa journée, rit trop fort. Mais Céleste s'en rendit compte. Les épaules de Clara étaient tendues, ses paroles étaient saccadées, ses yeux fixés vers le bas. « J'y ai réfléchi »
dit Roberto d'un ton détaché. On devrait peut-être emmener Clara voir un psychologue. Elle semble renfermée ces derniers temps. La mâchoire de Céleste se serra. Il élaborait un alibi, préparant le terrain pour la discréditer. Ce n'est pas une mauvaise idée, dit Carla pensivement. Tu as été silencieux ces derniers temps, mon cœur. Clara haussa simplement les épaules et remua sa nourriture. Je pourrais l'accompagner, proposa Roberto d'un ton trop doux. Pendant que tu cherches du travail. Je vais l'emmener, dit rapidement Céleste. Je l'ai déjà fait. Je sais comment parler au médecin. Les deux regards se croisèrent, la tension bouillonnant juste sous la surface. Cette nuit-là, alors que Clara dormait, Céleste étala toutes les preuves sur son lit, l'ours cassé, le dessin, l'enregistreur, ses notes. Toujours pas assez. Puis son téléphone vibra. Un SMS d'un vieil ami, Manuel Soto, inspecteur de police à la retraite. Ils avaient travaillé ensemble des années auparavant. Elle essayait de le joindre depuis des jours. On se retrouve demain, même café. M. Un fil fragile d'espoir tirait sur son cœur. Le lendemain, après avoir déposé Clara à l'école, Céleste rencontra Manuel. Son visage était plus âgé, ses cheveux plus gris, mais son regard était le même, vif, perçant. On dirait que tu n'as pas dormi depuis des jours, dit-il doucement. Après avoir écouté, il hocha la tête. Je te crois. J'en ai vu trop. Mais les tribunaux ont besoin de plus que ce que tu as. Si Carla ne soutient pas l'affaire, alors quoi? Alors il nous faut des preuves irréfutables. J'ai une caméra cachée, de qualité professionnelle, camouflée en chargeur de téléphone. Le lendemain, il le lui tendit. Place-le dans le couloir. Il enregistrera une semaine d'images. Céleste a suivi ses instructions et l'a échangé avec la vieille horloge. L'attente était interminable. Chaque craquement dans la maison la tenait éveillée. Un après-midi, alors que Roberto était sorti, elle fouilla à nouveau sa chambre. Dans un tiroir du bas, caché sous ses vêtements, elle trouva un carnet noir. Aucune entrée cohérente, juste des pensées fragmentées, des noms barrés, dont celui de Clara, encore et encore. Des routines, des moments, des observations glaçantes. C'était le journal d'un prédateur. Cette nuit-là, Clara se réveilla en hurlant. Céleste se précipita à ses côtés et la trouva tremblante, trempée de sueur. « Je suis là, bébé, murmura-t-elle. Personne ne te fera de mal. Ne le laisse pas venir, grand-mère. S'il te plaît. » Carla apparut dans l'embrasure de la porte, les yeux gonflés. « Que s'est-il passé ? » Juste un cauchemar, répondit Céleste. Encore, soupira Carla. Peut-être qu'une veilleuse aiderait. Peut-être que tu devrais commencer à écouter ce que ta fille essaie de te dire, rétorqua Céleste. Clara regarda sa mère, la suppliant silencieusement. Roberto apparut dans le couloir. Tout va bien ? Clara se figea, s'enfouissant dans les bras de Céleste. La situation est sous contrôle, dit froidement Céleste. Tu peux y aller. Il s'attarda, puis partit. Carla s'assit sur le lit, visiblement secouée. Elle l'avait compris maintenant, la terreur de Clara était inexplicable. Maman, murmura Carla. Et si, non. Roberto ne le ferait jamais. Carla, s'il te plaît, dit Céleste. Regarde-la. Clara, accrochée à sa grand-mère, regardait sa mère avec des yeux bien plus vieux que son âge. Quelque chose en Carla se brisa. C'est vrai, mon cœur, demanda-t-elle doucement. Oncle Roberto t'a fait du mal ? Clara ne répondit pas. Ses larmes suffisaient. Le lendemain, alors que Roberto était absent, Céleste montra tout à Carla, chaque élément de preuve, enfin mis à nu à la lumière. L'ours en peluche. Les dessins. L'enregistrement. L'étrange et troublant carnet de Roberto. Je n'arrive pas à croire que je ne l'ai pas vu, murmura Carla, les larmes coulant abondamment sur ses joues. Je ne voulais pas le voir. Roberto est mon frère. Il était censé nous protéger. Sa voix se brisa. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait à ma fille ? Ce n'est pas le moment de chercher la faute, dit fermement Céleste pour la calmer. Il faut agir. Ensemble, ils se rendirent à la police. Le processus fut éprouvant. Clara dut être interrogée par des spécialistes des traumatismes infantiles,
forcée de revivre son cauchemar dans un environnement clinique stérile. Céleste et Carla firent des déclarations détaillées, racontant tout ce qu'elles avaient découvert. Elles présentèrent toutes les preuves, chaque dessin, chaque enregistrement, chaque note. L'enquête avança lentement, avec prudence. La procureure chargée de l'affaire, une femme d'âge mûr au caractère sévère et pragmatique, expliqua qu'il leur fallait constituer un dossier solide avant de procéder à une arrestation. Entre-temps, les autorités ont émis une ordonnance restrictive contre Roberto, l'obligeant à quitter la maison immédiatement. L'anxiété de Carla n'a fait que croître. « Et s'il revient ?» a-t-elle demandé, la voix tremblante. « S'il tente de contacter Clara, cela constituera un motif d'arrestation immédiate, » répondit calmement le procureur. « Assurez-vous simplement de documenter toute tentative. » Cette nuit-là, en consultant son téléphone, Céleste trouva un message provenant d'un numéro inconnu. Le texte était cryptique, mais la menace était indéniable. « Si je vérifie le téléphone, je déclare ce que je pourrais trouver. » Un frisson lui parcourut l'échine. Roberto ne reculait pas, il ripostait. Céleste fixait le message, sa peur se transformant peu à peu en une détermination d'acier. S'il pensait que les menaces la réduiraient au silence, il avait mal calculé. Il n'avait fait que renforcer sa détermination. Il fallait que cela cesse, une fois pour toutes. Tôt le lendemain matin, alors que Carla et Clara dormaient encore, Céleste a appelé. Sa voix était un murmure. « Manuel, j'ai besoin de ton aide », a-t-elle dit. « Il nous a menacés. On ne peut plus attendre le système. Clara est en danger. » Il y eut un long silence avant que Manuel ne réponde. « J'ai un plan, mais il est risqué. Si nous commettons une erreur, nous pourrions compromettre toute l'affaire. N'importe quel risque vaut mieux que de laisser Clara vulnérable un autre jour, » dit Céleste avec certitude. Quand Clara se réveilla, elle s'assit bien droite dans son lit, les yeux lointains, l'expression vide, comme si elle s'était retirée dans un endroit calme de son esprit, quelque part à l'abri du monde. Céleste s'assit à côté d'elle et lui caressa doucement les cheveux. « Comment as-tu dormi, ma chérie ?» Clara haussa les épaules et murmura, « J'ai rêvé de papa. Il disait que tout irait bien. » Ces mots bouleversèrent profondément la poitrine de Céleste. Daniel avait été un père dévoué et protecteur. Qu'aurait-il fait dans un moment pareil? Tout. Tout pour protéger sa fille. Ton père avait raison, ma chérie, dit doucement Céleste. Toute volonté, tout ira bien. Je te le promets. Cet après-midi-là, une fois Carla partie travailler, Céleste mit le plan à exécution. Avec l'aide de Manuel, elle installa 3 caméras de surveillance à des endroits clés de la maison, une dans le couloir, devant les chambres, une autre dans le salon, et une 3e presque invisible encastrée dans l'encadrement de la porte de Clara. Ces données sont transmises directement à ce moniteur, expliqua Manuel en lui tendant un écran compact. Elle télécharge également le tout sur un cloud sécurisé. Si Roberto tente quoi que ce soit, nous le surprendrons sous plusieurs angles. Céleste hocha la tête, profondément reconnaissante du soutien de son vieil ami. Tandis qu'ils installaient le dernier appareil, elle remarqua la tension qui se lisait sur le visage de Manuel. Qu'est-ce qui ne va pas? Il soupira en ajustant l'objectif. J'ai vu trop de cas comme celui-ci. Les prédateurs comme Roberto n'abandonnent pas facilement. Ils sont manipulateurs, calculateurs, et quand ils se sentent piégés. Il laissa la phrase en suspens, mais le sous-entendu était clair. Ce soir-là, au dîner, Clara toucha à peine à sa nourriture. Son regard se porta sans cesse vers la fenêtre. « Quelque chose ne va pas, chérie ?» demanda doucement Carla. Clara secoua la tête, puis, après une pause, murmura « Et s'il revient ?» Le silence qui suivit fut pesant. Carla regarda Céleste, impuissante. « Il ne reviendra pas, ma chérie ?» dit Carla en prenant la main de sa fille. « Et s'il essaie, la police l'arrêtera. » Mais la peur de Clara ne fut pas si facile à apaiser. Il a dit qu'il me retrouverait toujours. Que c'était notre secret. Pour toujours. Les paroles entrecoupées de l'enfant frappèrent Céleste et Carla comme un coup dur. C'était la confirmation de ce qu'elle redoutait. Plus tard dans la nuit, Céleste vérifia les caméras. Tout fonctionnait parfaitement. L'écran était posé sur sa table de nuit. Son téléphone était à proximité, le numéro de Manuel et celui des urgences en numérotation abrégée. Pourtant, le sommeil lui échappait. Ses pensées se bousculaient, en avait-il fait assez? Roberto serait-il enfin arrêté?
Clara pourrait-elle vraiment guérir? Puis, à 2h17 du matin, un bruit subtil. Le craquement d'une planche dans le silence de la nuit. Céleste se réveilla brusquement. Elle attrapa l'écran. Sur l'écran, une silhouette encapuchonnée se déplaçait furtivement dans le couloir, se dirigeant directement vers la chambre de Clara. Sans hésiter, Céleste se précipita hors du lit, téléphone à la main, déjà en train d'appeler Manuel. Sa voix tremblait lorsqu'elle murmura « Il est là. Il est dans le couloir. » « Ne l'affronte pas », prévint Manuel d'un ton sec. « Je suis à 5 minutes. » La police arrive. Mais Céleste était déjà à la porte de Clara. La silhouette encapuchonnée tendit la main vers la poignée. « Éloigne-toi d'elle », gronda Céleste en s'interposant entre lui et la chambre de l'enfant. La férocité de sa voix la choqua elle-même. Roberto s'est figé. Il essaya de la bousculer, mais Céleste tint bon. « C'est fini », grogna-t-elle. « Tu es filmé. » La police arrive. Son visage se tordit. Le masque qu'il portait depuis si longtemps se brisa, révélant quelque chose de primitif, de monstrueux. « Satanée vieille curieuse », cracha-t-il. « Ça ne te concerne pas. C'est ma petite fille. Elle a tout à voir avec moi. » Soudain, la lumière du couloir s'alluma. Carla se tenait au bout du couloir, stupéfaite. « Roberto, dit-elle d'une voix sèche, il y a une ordonnance restrictive. Que fais-tu ici? » Il se tourna vers elle, partagé entre la rage et une tentative de paraître raisonnable. « Je voulais juste parler à Clara. C'est un malentendu. Entrer chez nous par effraction en pleine nuit? Enfreindre une décision de justice? » La voix de Carla tremblait, mais ses mots étaient clairs. « Éloignez-vous de ma fille. » Clara, attirée par le vacarme, jeta un coup d'œil derrière sa mère. Lorsqu'elle aperçut Roberto, un cri de terreur lui échappa et elle s'accrocha aux jambes de Carla. Cette image, la peur gravée sur le petit visage de Clara fut le coup de grâce. Toute trace de doute que Carla avait pu ressentir s'évanouit. « Sors de ma maison », dit-elle froidement. Roberto les regarda tour à tour, calculant. Un instant, Céleste craignit qu'il ne s'en prenne à lui, mais soudain, au loin, le bruit des sirènes retentit. Son visage changea à nouveau. Le prédateur reprit le contrôle. « Ça ne s'arrête pas là », siffla-t-il. « Personne ne te croira. Ce sera ma parole contre une petite fille désemparée et une vieille femme paranoïaque. » Mais avant qu'il ne puisse s'enfuir, Manuel apparut au bas des escaliers, brandissant son vieux badge. « Tu ne vas nulle part, dit-il. » Sa voix était claire, il n'avait pas besoin d'être un détective en activité pour exercer son autorité. Quelques minutes plus tard, la maison était pleine de policiers. Roberto fut menotté et conduit dans une voiture de police, non sans avoir lancé un dernier regard venimeux à Céleste. Pendant que la police recueillait les dépositions, Clara était assise, tremblante, entre sa mère et sa grand-mère sur le canapé. Chaque larme, chaque léger tremblement de ses épaules témoignait du traumatisme qu'elle avait subi. « Tu as été si courageuse », murmura Céleste en écartant une boucle de son front. « C'est fini maintenant. » Clara leva les yeux, le regardant avec curiosité. « Il ne reviendra jamais? » « Jamais, » dit Carla en la serrant contre elle. « Je te le promets. » Le lendemain matin, l'inspecteur principal est venu faire le point. Roberto resterait en détention en attendant le dépôt des accusations, maltraitance d'enfants, violation d'une ordonnance de protection, effraction. Avec les images et le témoignage de Clara, le dossier est solide, a-t-il expliqué. Mais le chemin juridique risque d'être long. Clara devra-t-elle témoigner, demanda Carla d'une voix tendue. Nous essaierons d'éviter cela, a-t-il assuré. Mais elle devra peut-être consulter un psychologue légiste qui pourra présenter un rapport au tribunal. Cet après-midi-là, alors que Clara faisait enfin une sieste paisible pour la première fois depuis des semaines, Céleste et Carla étaient assises dans la cuisine, aux prises avec les conséquences. « Comment n'ai-je pas pu le voir ?» demanda Carla, les larmes aux yeux. « C'était mon frère, et je l'ai défendu. » Céleste tendit la main. Les prédateurs comme Roberto sont d'habiles manipulateurs. Il a exploité ton chagrin après la mort de Daniel. Je ne le regardais pas, j'observais Clara. Son regard m'a tout dit. Tu penses qu'elle me pardonnera un jour? Il n'y a rien à pardonner, répondit Céleste. Ce qui compte maintenant, c'est de l'aider à guérir. Cette nuit-là, alors qu'elle visionnait les images avec Manuel,
Céleste remarqua quelque chose d'étrange. Juste avant son arrestation, Roberto avait murmuré quelque chose. Elle ajusta le son. Ces mots la glaçaient, ce n'est pas fini. Elle a montré le clip à Manuel. Tu penses que c'est juste une menace? On ne peut jamais être sûr avec des hommes comme lui, a-t-il dit. Mais il est actuellement en détention, et au vu des preuves dont nous disposons, il ne sortira pas de sitôt. Pourtant, Céleste ne prenait aucun risque. Elle renforçait chaque serrure. Reprogrammait les caméras. Se préparait à toute éventualité. Le lendemain, la procureure est arrivée, le visage grave. Il y a plus, dit-elle. Nous avons trouvé des fichiers sur l'ordinateur de Roberto. Des noms. Des dates. Nous enquêtons sur la possibilité qu'il ait fait du mal à d'autres filles. Carla pâlit. Mon frère est un prédateur en série? Il est trop tôt pour le dire avec certitude. Mais les signes sont là. Céleste n'était pas surprise. Elle avait vu à quel point il avait été calculateur. Ce n'était pas sa première fois. Cet après-midi-là, tandis que Clara assistait à sa première séance de thérapie, Céleste feuilleta à nouveau le carnet de Roberto. Les noms, autrefois énigmatiques, ressemblaient désormais à des fantômes. Chacun représentait une vie bouleversée. Peut-être détruite. Plus tard, la thérapeute de Clara, une femme au regard bienveillant et à la présence constante, leur a parlé doucement. Le rétablissement prendra du temps, a-t-elle déclaré, mais avec de l'amour, du soutien et de la constance, la guérison est possible.